Les forces patriotiques d'Europe, rangées aux côtés de Marine Le Pen, font vaciller les fondations mêmes de Bruxelles et de Paris. Dans les tours feutrées de l'Union, l'establishment observe avec inquiétude cette coalition qui refuse de céder d'1 mm. Les technocrates ripostent, sanctions brandies, tentatives d'isolement orchestrées, avertissements répétés comme des mantras. Mais ceux qu'ils qualifient d'insoumis, ces dirigeants à la détermination d'acier, à l'image de Viktor Orban et de Giorgia Meloni, avancent sans jamais courber l'échine. Là où d'autres hésitent, eux persistent. Là où l'on attend qu'ils cèdent, ils s'endurcissent. Au contraire, ils unissent leurs forces avec une détermination farouche et contre-attaquent par une alliance historique qui ébranle Paris et Bruxelles dans leurs fondations les plus profondes. Il y a seulement quelques jours, le 7 novembre 2025, Viktor Orban et Giorgia Meloni ont fait trembler l'Europe en bloquant 65 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, gelés dans un limbo politique. Pour l'Ukraine, ce n'est pas qu'un revers, c'est une révélation de la fragilité de l'unité européenne. Pour Bruxelles, ce n'est pas seulement surprenant, c'est dévastateur, car cela révèle une vérité que les bureaucrates n'ont jamais voulu admettre. Le consensus sur la guerre en Ukraine s'effrite. Et voilà deux leaders, pas des figures marginales ou des politiciens de frange, mais des chefs de gouvernement disant tout haut ce que des millions d'Européens murmurent dans leur cuisine et leur café. Assez, c'est assez. C'était le début de ce que les commentateurs appellent maintenant un séisme politique, qui pourrait remodeler l'Union européenne telle que nous la connaissons. L'ampleur du veto d'Orban ne peut être surestimée. 66. Les forces patriotiques d'Europe, rangées aux côtés de Marine Le Pen, font vaciller les fondations mêmes de Bruxelles et de Paris. Dans les tours feutrées de l'Union, l'establishment observe avec inquiétude cette coalition qui refuse de céder d'1 mm. Les technocrates ripostent, sanctions brandies, tentatives d'isolement orchestrées, avertissements répétés comme des mantras. Mais ceux qu'ils qualifient d'insoumis, ces dirigeants à la détermination d'acier, à l'image de Viktor Orban et de Giorgia Meloni, avancent sans jamais courber l'échine. Là où d'autres hésitent, eux persistent. Là où l'on attend qu'ils cèdent, ils s'endurcissent. Au contraire, ils unissent leurs forces avec une détermination farouche et contre-attaquent par une alliance historique qui ébranle Paris et Bruxelles dans leurs fondations les plus profondes. Il y a seulement quelques jours, le 7 novembre 2025, Viktor Orban et Giorgia Meloni ont fait trembler l'Europe en bloquant 65 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, gelés dans un limbo politique. Pour l'Ukraine, ce n'est pas qu'un revers, c'est une révélation de la fragilité de l'unité européenne. Pour Bruxelles, ce n'est pas seulement surprenant, c'est dévastateur, car cela révèle une vérité que les bureaucrates n'ont jamais voulu admettre. Le consensus sur la guerre en Ukraine s'effrite. Et voilà deux leaders, pas des figures marginales ou des politiciens de frange, mais des chefs de gouvernement disant tout haut ce que des millions d'Européens murmurent dans leur cuisine et leur café. Assez, c'est assez. C'était le début de ce que les commentateurs appellent maintenant un séisme politique, qui pourrait remodeler l'Union européenne telle que nous la connaissons. L'ampleur du veto d'Orban ne peut être surestimée. 65 milliards d'euros. Le montant déjà promis par Bruxelles à l'Ukraine n'était pas qu'un chiffre symbolique. C'était la bouée de sauvetage sur laquelle Kiev comptait pour maintenir son économie à flot et son effort de guerre en vie. Quand Orban a freiné net, Bruxelles s'est retrouvée dans une panique qu'elle n'avait pas connue depuis des décennies. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est précipitée pour condamner ce geste comme inacceptable, mais le mal était fait. Derrière des portes closes, les diplomates murmuraient le chaos. Et si d'autres leaders suivaient l'exemple de la Hongrie? Et si la grande image de la solidarité européenne n'était rien d'autre qu'une illusion soigneusement fabriquée, prête à s'effondrer d'une seule poussée décisive? La peur était justifiée. Orban avait longtemps été vu comme un fauteur de troubles dans les couloirs de l'UE. Un homme prêt à utiliser son pouvoir de veto. Les enjeux étaient différents. Bloquer les quotas migratoires ou les accords énergétiques, c'était une chose. Arrêter des milliards d'aides en temps de guerre, c'en était une autre. Cela laissait Kiev non seulement à la recherche de fonds, mais aussi se demandant si ses soutiens les plus importants perdaient la volonté de continuer.
Orbán avait transformé la guerre en un outil de marchandage. Et, en faisant cela, il démontrait que le pouvoir de l'UE, si souvent présenté comme incassable, reposait sur des fondations fragiles. Le veto n'était pas qu'un geste hongrois. C'était un tonnerre à travers le continent. Ce qui rend la manœuvre d'Orbán encore plus intrigante, c'est la façon dont il s'est délibérément positionné comme l'outsider de l'Europe, soignant les apparences. Un appel téléphonique d'1 heure avec Vladimir Poutine, juste assez long pour faire les gros titres et déstabiliser ses collègues de l'UE. Puis, presque comme pour équilibrer les échelles, ou peut-être pour aiguiser la provocation, Orbán s'envole pour Mar-a-Lago afin de rencontrer Donald Trump, l'ancien président américain qui n'a jamais caché son scepticisme à l'égard de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et des engagements étrangers sans fin. Ces mouvements ne sont pas accidentels, ce sont des signaux calculés pour montrer que la Hongrie ne joue plus selon les règles de Bruxelles. Dans son récit, la Hongrie n'est pas un petit État pliant devant la volonté des grandes puissances. C'est une nation souveraine, défiant de front une bureaucratie de 500 millions d'habitants. Pour Orbán, il s'agit d'envoyer un message. L'obéissance aveugle aux décrets de l'UE est terminée. Une guerre sans fin n'est pas une priorité nationale. En se liant symboliquement à des figures comme Poutine et Trump, Orbán projette la Hongrie comme un pont entre des mondes concurrents. Est et Ouest, establishment et populisme. Les critiques l'appellent imprudent, l'accusant de trahir les valeurs européennes. Les soutiens l'appellent pragmatique, voire héroïque, soulignant son insistance sur le fait qu'aucun enfant hongrois ne devrait mourir dans une guerre étrangère. De toute façon, Orbán s'est transformé d'homme fort domestique en perturbateur continental, forçant l'Europe à le regarder non comme une nuisance, mais comme l'homme qui pourrait changer entièrement le jeu. En Hongrie, la défiance d'Orbán n'est pas tombée du ciel. Elle a atterri sur un terrain fertile. Les sondages révélaient une tendance frappante. Seule une minorité de Hongrois soutient encore l'Union européenne, le taux d'approbation le plus bas depuis leur adhésion. Pour Orbán, ce n'était pas qu'une statistique, c'était une munition. Il a présenté sa résistance à Bruxelles comme un acte de loyauté envers le peuple hongrois, une façon de défendre sa souveraineté contre ce qu'il décrit comme un super-État envahissant. Et son timing était tranchant comme un rasoir. À un moment où l'inflation mordait les salaires, où les coûts énergétiques montaient en flèche et où les familles ordinaires luttaient contre les réalités de la guerre se répandant à travers l'Europe, Orbán a élaboré un récit qui résonnait. Nous ne serons pas sacrifiés sur l'autel des ambitions géopolitiques de quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'il a transformé son veto, défiant le consensus de l'UE sur l'Ukraine. Orbán n'isolait pas la Hongrie. Il reflétait le scepticisme croissant à travers une grande partie du continent. Chaque titre sur son veto rappelait aux Hongrois que leurs dirigeants tenaient ferme tandis que les autres pillaient. C'était du théâtre politique, avec des conséquences très réelles. Et cela prouvait qu'Orbán avait maîtrisé l'art de transformer le mécontentement national en perturbation continentale. Le veto ne portait donc pas seulement sur l'aide. Il s'agissait de redéfinir la place de la Hongrie en Europe, passant de suiveur à rebelle, d'un petit pays à la périphérie au centre nerveux de la résistance contre Bruxelles. Pourtant, Orbán n'était pas seul dans cette rébellion. Entrée Giorgia Meloni, la première ministre italienne, dont l'esprit vif et le ton sans excuse donnaient à cette alliance émergente une toute nouvelle dimension. Imaginez le moment. Debout devant les caméras, Meloni a raillé Emmanuel Macron, le président français, et a réduit en miettes sa vision d'une armée européenne d'un seul coup rhétorique. La Russie a 3 millions de soldats, a-t-elle dit. Combien l'Europe en enverra-t-elle? Le silence qui a suivi était assourdissant, du genre qui persiste longtemps après que les mots se sont estompés. Ce n'était pas juste une formule astucieuse, c'était un poignard visant le cœur des fantasmes stratégiques de l'Europe. Le clip a explosé en ligne, accumulant plus de 10 millions de vues en 1 heure, se répandant sur TikTok et X comme un feu de forêt. Les commentaires affluaient. Enfin, quelqu'un disait la vérité. Du jour au lendemain, Meloni passait d'être peinte comme une outsider de droite à une héroïne de la résistance. Une leader osant exprimer ce que des millions pensaient, mais pouvait à peine articuler. Son message était clair. L'Europe n'a ni les hommes, ni l'argent, ni le mandat pour mener une guerre contre la Russie. Prétendre le contraire n'est pas de la bravoure, c'est du suicide. Ce moment l'a élevé au rang de symbole de défiance.
la femme qui a tenu tête à Macron et a percé les grandes illusions de l'UE. Pour les Italiens luttant contre des prix en hausse et une croissance stagnante, ces mots ne sonnaient pas radicaux, ils sonnaient réels. Et cette authenticité est ce qui l'a rendu non seulement figure politique, mais icône dans la bataille pour l'avenir de l'Europe. Le moment où Orbán et Meloni ont trouvé un terrain d'entente, l'histoire est passée d'une défiance isolée à quelque chose de bien plus menaçant pour Bruxelles. Un axe potentiel de résistance, Rome et Budapest, deux capitales aux histoires, cultures et paysages politiques très différents, se tenaient soudain épaule contre épaule, unis non seulement par l'idéologie, mais par un but commun. Pendant des décennies, l'Union européenne a prospéré sur l'hypothèse que ses plus grands membres, France, Allemagne et Italie, agiraient de concert pour diriger le bloc vers l'avant. Le pivot inattendu de l'Italie a brisé cette certitude. Meloni, leader de l'un des plus grands États contributeurs nets de l'UE, a clairement dit que l'Italie ne se laisserait pas intimider pour subventionner ce qu'elle appelait les rêves géopolitiques de Paris et Berlin. Les contribuables de son pays, arguait-elle, portaient déjà un fardeau trop lourd, faisant face à une inflation record, à des prix énergétiques punitifs et à une économie qui semblait coincée au point mort. Orbán, pendant ce temps, offrait le récit idéologique. La Hongrie ne verserait pas le sang de ses enfants dans la guerre de quelqu'un d'autre. Ensemble, ils créaient un coup de poing 1-2 que Bruxelles ne pouvait pas contrer facilement. La Commission européenne proposait un autre paquet d'aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, espérant réaffirmer la solidarité. Mais Orbán et Meloni ont opposé leur veto, secouant les fondations de l'unité soi-disant que les leaders de l'UE aimaient parader. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, deux États centraux défiaient ouvertement Bruxelles à l'unisson, exposant la fragilité du système, ce qui avait semblé impensable un an auparavant. Rome s'alignant avec Budapest contre Berlin et Paris était désormais une réalité politique, et les effets d'ondulation ne faisaient que commencer. Ce qui rendait la position de Meloni encore plus explosive, c'était sa capacité à la formuler non en termes froids de politique, mais dans un langage humain qui touchait une corde sensible chez les Européens ordinaires. Elle dépouillait les abstractions d'autonomie stratégique et de sécurité collective et parlait plutôt de l'impossibilité pure pour l'Europe de rivaliser avec la Russie sur le champ de bataille. La Russie a 3 millions de soldats, disait-elle sans détour. Combien l'Europe en enverra-t-elle? Avec